Bonsoir à vous tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. On va évoquer ce rapport du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Selon le rapport, les ADF ont tué près de 800 civils en 18 mois dans le pays. L'Organisation des Nations Unies a dénoncé ce lundi de possibles crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis depuis janvier 2019 par le groupe armé des forces démocratiques alliées dans l'est de la RDC. Selon le rapport de l'ONU, près de 800 civils ont été tués par les ADF dans l'est entre janvier 2019 et janvier 2020, avec des exécutions sommaires d'au moins 496 civils, dont 142 femmes, 25 enfants et 329 hommes. On va aller en profondeur de ce rapport avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les ADF responsables de tueries, on sait que les ADF ne sont pas le seul groupe armé qui sévit dans l'est de la RDC. Pourquoi justement le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme se concentre sur les crimes attribués aux ADF? En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, parmi les groupes armés qui sont au niveau de la RDC de façon générale, les ADF sont le mouvement qui semble être aujourd'hui le plus actif. Pas seulement le mouvement le plus actif, mais c'est eux qui commettent le plus de crimes actuellement sur le sol de la RDC. Il ne faut pas oublier que le président Tshisekedi, quand il venait d'être élu, quand il posait les problèmes des groupes armés de façon générale, il avait posé de façon particulière le cas des ADF et de la zone. Il avait même dit qu'il va déplacer le quartier général de l'armée pour aller l'installer à Béni, puisque c'est en ce moment, à cet endroit, qu'il y avait le plus de massacres, de crimes commis contre les populations civiles pour que les forces de défense puissent protéger les populations. Donc, c'est ça qui fait que l'ONU également, dans son rapport, a plus parlé de l'Alliance des forces démocratiques, puisque aujourd'hui, si c'était un championnat, c'est eux qui remportent le championnat en termes de massacres au niveau de la RDC de façon générale et dans la partie Est en particulier. Et qui sont les ADF? Curieusement, les ADF à l'origine sont des Ougandais, même pas des Congolais. C'est des Ougandais qui voulaient s'en prendre au président Museveni, et comme ils ne pouvaient pas le faire sur le territoire ougandais, et le Congo à l'époque était en situation d'instabilité, ils se sont mis de l'autre côté de la frontière pour faire des incursions et aller faire des attaques au niveau de l'Ouganda. Mais curieusement, ils ne font pratiquement aucune attaque contre l'Ouganda depuis 30 ans. Ils sont sur le territoire congolais et ils veulent vraiment être des seigneurs de guerre dans la zone où ils se sont installés, en s'en prenant aux forces de défense et de sécurité, mais en s'en prenant également surtout aux populations civiles trouvées sur place. De sorte qu'aujourd'hui, en plus des Ougandais, il y a des Congolais qui ont été recrutés, parce que quand on regarde le rapport des Nations Unies, parmi les propositions, ils disent que les étrangers doivent retourner chez eux. Et les étrangers, bien sûr, c'est les Ougandais. Et les nationaux, il faut trouver un système, comme d'habitude, de démobilisation, réinsertion, etc., pour pouvoir mettre fin à cette guerre-là, bien sûr, en plus de l'action militaire. Alors aujourd'hui, la nouvelle version des ADF, pour quelle cause combattent-ils? C'est toute la question que les gens se posent. On ne les a pas vus réclamer l'indépendance d'une zone. On dit qu'ils sont des musulmans. On ne les a pas dit réclamer un État islamique, même si de façon récente, l'État islamique a revendiqué des attentats au niveau de la zone, mais les analystes avaient mis des points d'interrogation en doutant, est-ce que c'est l'État islamique réellement, ou bien est-ce que c'est les ADF qui veulent se donner une autre envergure en agissant et en disant que c'est l'État islamique qui agit dans la zone. On n'a jamais vu un projet de société qui a été proposé par ceux-là qu'on appelle ADF. À la limite, vous avez des gens qui sont dans une zone, qui profitent de l'espace, puisque comme on le dit, le Congo, c'est une catastrophe naturelle en termes de ressources. Ils sont dans une zone où il y a le bois, il y a plein d'autres choses, et comme d'habitude, ils sont là pour piller la zone en tant que seigneur de guerre. On n'a pas vu autre chose dans leur pratique, on n'a pas vu un projet de société, on n'a pas vu des ambitions pour le Congo, on n'a même pas vu des ambitions pour la partie est de leur part. Est-ce qu'il y a un responsable des ADF?
Difficile de dire s'il y a un responsable des ADF, puisque pendant un temps, ça a été une des grosses équations. C'est des gens qui ne revendiquent pas les actes qu'ils posent. Vous n'avez pas quelqu'un qu'on voit dans les médias ou dans les réseaux sociaux pour faire un audio, une vidéo, pour s'adresser aux gens. De sorte que les gens se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas le nom, c'est une alliance, c'est des groupes qui se sont mis ensemble et peut-être ça fonctionne comme une sorte de centralisme démocratique. Il n'y a pas une tête dans ce qui est en train d'être fait. Et ça rend en même temps aussi le combat beaucoup plus difficile parce que finalement, c'est comme si on ne sait pas qui cibler dans ce combat-là, alors que s'il y avait un premier responsable, on aurait pu le rechercher. Il y a eu quand même quelques responsables qui avaient été cités et on avait gelé les avoirs à l'époque avec les Nations Unies et tout, mais on ne voit pas vraiment au-devant quelqu'un qu'on va pouvoir dire, voilà, celui qui dirige les ADF. Les gens disent que c'est une armée de l'ombre. On ne sait pas sur qui il faut taper dans un premier temps pour couper la tête à ce groupe-là. Et comment on explique ces multiples attaques contre les civils? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que depuis que le président Tshisekedi est arrivé, ils ont déclenché ce qu'ils ont appelé une opération d'envergure pour ramener la paix dans cette zone et mettre en sécurité les populations. On a constaté que avec le début de cette opération, les crimes et autres ont augmenté de 67% dans la zone. Donc c'est la première explication que l'on donne. C'est comme s'ils sont en train de faire une riposte par rapport à l'opération de l'armée, mais malheureusement, au lieu de s'attaquer à l'armée, ils s'attaquent plutôt aux populations civiles qu'ils considèrent comme des complices avec l'armée. La deuxième explication, la MONUSCO avait un certain nombre de bases disséminées dans la zone. La MONUSCO a replié pour un certain nombre de ces bases. De sorte qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ce repli n'est également pas une explication? La troisième chose, ils ne sont plus au niveau de Béni, puisque comme le président Tshisekedi l'avait dit, c'était là où maintenant ils menaient les attaques. Quand les forces de défense et de sécurité de la RDC ont investi Béni, ils se sont déplacés pour aller vers l'Ituri. Aujourd'hui, au niveau de la zone de l'Ituri, il y a encore beaucoup plus d'attaques que ce que l'on voyait auparavant. Une façon de dire que l'intervention des forces de défense du Congo, même si ça n'a pas résolu le problème, ça les a rendus difficiles ce qu'ils faisaient au niveau de Béni, et ils se sont repliés sur l'Ituri et sur les autres zones où il n'y avait habituellement pas des attentats comme on en voit actuellement. Mais quand on voit en tout cas l'ampleur des attaques sur les civils, est-ce qu'on n'est pas fondé à se dire que la riposte menée par les militaires contre les ADF, finalement, ça n'a pas permis de leur faire du mal? Non, la réponse n'est pas suffisante. La réponse n'est pas suffisante et pour moi, la plus grande interrogation même, c'est pourquoi la MONUSCO ne s'en mêle pas suffisamment. Parce qu'il y avait le M23. À un certain moment, c'est le M23 qui dominait parmi les groupes armés au niveau de la RDC. Mais la MONUSCO a pris les armes carrément contre le M23 et ils ont vaincu ce mouvement-là. Qu'est-ce qui les empêche de faire la même chose avec les ADF? D'autant plus que les forces de défense et de sécurité du Congo sont déjà là-bas. La MONUSCO a déjà une base dans la zone, mais en mettant en commun leurs armes et leurs forces, ils doivent pouvoir venir à bout d'un mouvement qu'on peut considérer tout simplement comme un mouvement rebelle. Mais jusqu'à présent, même si les Nations Unies montrent qu'ils sont prêts à soutenir l'État de RDC, on ne les a pas vus véritablement sur le terrain. Maintenant, c'est comme si, effectivement, la RDC rencontre des difficultés pour vaincre les ADF au niveau de la zone, puisque malgré l'opération d'envergure, effectivement, ils continuent à créer des problèmes aux populations. En dehors des tueries qu'on leur impute, est-ce qu'ils commettent également d'autres actes de violation des droits de l'homme, comme les viols et autres? Bien sûr, il y a les viols, il y a les pillages, etc. Puisqu'ils sont obligés de pouvoir se ravitailler. Il y a les pillages et autres qui ont fait quand même, il y a eu des déplacements de population parce qu'à un certain moment, il était devenu impossible de vivre dans ces zones-là puisqu'ils tombent sur les gens la nuit et après, personne ne veut aller dénoncer puisque les gens en ont fait l'expérience. Quand vous vous aventurez à dénoncer, ils vont revenir pour essayer de trouver qui a dénoncé et essayer de lui faire son compte. De sorte que finalement, une bonne partie des populations avaient préféré tout simplement quitter ces zones parce que c'était devenu invivable. Donc ce n'est pas seulement des crimes de sang, mais ils s'en prennent également aux biens des populations de la zone. Parfois même, c'est la destruction des
des habitations, des marchés, même des centres de santé ont été détruits. Tout le monde se posait la question, à quoi bon détruire un centre de santé quand on est dans une situation de guerre? En dehors de le côté macabre des actions des ADF, que préconise le rapport de l'ONU pour en finir avec ces exactions? En fait, le rapport dénonce les exactions, puisque ici, c'était plutôt ça l'objet du rapport. Et ce n'est pas le premier rapport d'ailleurs. Et dans le rapport, on dénonce également les exactions de la part des forces de défense et de sécurité du Congo. Même si le rapport reconnaît quand même qu'il y a eu quand même des procès et une quarantaine de militaires et une dizaine de policiers ont été condamnés. Maintenant, l'autre élément qui est là, il y a une instabilité qui est là depuis une trentaine d'années. Il faut aller dans le sens de trouver une solution à l'instabilité parce que ces violations des droits de l'homme sont liées à cette instabilité. Donc, ils proposent qu'on trouve la solution à l'instabilité au lieu de rester toujours en train de discuter sur la question des droits de l'homme. Et dans ce cadre, pour eux, la solution, c'est que les ADF n'étant pas des Congolais, ceux parmi les ADF qui sont des Ougandais n'ont rien à faire sur le sol congolais. Ils doivent retourner chez eux. Ceux des Congolais qui les ont rejoints, ils proposent ce que l'on fait généralement quand il y a ces situations de guerre dans une zone, qu'on fasse de la démobilisation, qu'on récupère les armes, qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut réinsérer ceux-là, puisqu'ils sont des Congolais, on ne peut pas les envoyer au niveau de l'Ouganda, il faut qu'ils restent sur leur propre territoire. Mais concrètement, on n'a pas encore sur la table quelque chose pour résoudre ce problème. Et le rapport évoque possiblement des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Est-ce que la justice internationale peut s'en saisir? Oui, bon, est-ce qu'elle s'en est pas déjà saisie? Parce qu'une fois, Bensouda avait déjà posé ce problème, quand le premier rapport est sorti, elle avait dit que dans le rapport, il y a des éléments qui pouvaient être assimilés à des crimes de guerre, il y a des éléments qui pouvaient être assimilés à des crimes contre l'humanité, et que les responsables de ces crimes sachent que si on a des éléments probants, ils vont être poursuivis devant la CPI. Donc certainement, un travail est en train d'être fait pour trouver les preuves, parce qu'avec la CPI, c'est toute la complication. Il ne s'agit pas d'accuser seulement, il faut amener des éléments de preuve pour pouvoir faire condamner quelqu'un. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause maintenant et après on va recevoir l'invité de ce jour.